Chers lecteurs et lectrices, bienvenue sur la chaîne Mes Lectures. Avant de commencer à introduire le nouveau format, j'aimerais vous rappeler que le concept de la chaîne se repose sur l'éveil au quotidien par des contenus de courte durée, et que les formats traditionnels du samedi perdureront. Dans cet objectif, ce cap à atteindre, le visuel va changer. La façon de vous narrer les contenus réécrits aussi, pour être au plus proche de la synthèse. En tout cas, je l'espère. L'objectif ? Avoir au moins une fois par mois une série de petites vidéos d'une durée de 2 à 6 minutes, jour après jour, pendant une semaine à horaire fixe, vous récapitulant plusieurs chapitres. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mes lectures vous poussera à lire et à consommer des œuvres pour que vous aussi, à votre tour, vous puissiez avoir de réels arguments dans votre vie de tous les jours. Je vous souhaite une bonne écoute. Chapitre 6e. Les horreurs de Sidney Gottlieb. Parmi toutes les histoires narrées auparavant, celle du chapitre 6 est peut-être la plus malpropre du livre, vraiment la plus malsaine. Le fameux MK Ultra, dont tant de nos concitoyens ont entendu à gauche comme à droite, n'est pas une fable. Le projet fait partie des documents déclassifiés le plus répandus dans les milieux dits complotistes. Dans la CIA, c'est, encore une fois, le cinglé Allen Welch Dulles qui aura à sa charge l'exploitation de l'esprit humain entre 1953 et 1964. Mais là, évidemment, ne vous détrompez pas, les expériences faites sur ces pauvres gens continuent probablement toujours, avec des méthodes toujours plus sophistiquées. C'est Richard Helms, qui dut assumer, et probablement mis là pour qu'on lui fasse porter le chapeau, les saloperies de Sidney Gottlieb, en tentant de sauvegarder au moins l'apparence de la CIA en communication extérieure. Alors, évidemment, qui est Sidney Gottlieb ? L'auteur nous en fait une description. C'est un homme avec un pied-botte, venu au monde en 1919, à New York. Chimiste de formation, il deviendra le scientifique de la CIA, qui, d'après l'appellation de ses collègues, tenait la boutique des horreurs, en raison des nombreux poisons qu'il met au point. Comme les dirigeants de la CIA étaient paranoïaques avec le communisme, ils s'étaient persuadés que les Russes et Chinois avaient découvert le secret pour briser la volonté des hommes qu'ils avaient capturés. On donna alors une mission à Gottlieb, celle de faire des expérimentations sur le reconditionnement mental. Pour ceux qui ont vu le film Complot avec Mel Gibson, on parle alors là de drogue, d'hypnose, référence aussi à Milton Erickson, d'électrochocs pratiqués sur des prisonniers de guerre, d'objecteurs de conscience, etc. Pour comprendre le sujet de la dissociation, que j'avais évidemment déjà traité avec le livre sur la formule Illuminati, on se rend compte que la CIA a financé un certain docteur, un autre, du nom de Ewen Donald Cameron, qui n'était ni plus ni moins que le vice-président de l'association des psychiatres nord-américains, et qui, par leur réseau, avec les hôpitaux, et les universités aussi, firent subir à des femmes des faux traitements à base d'électrochocs et de drogue. L'auteur nous parlera alors de Gordon Thomas, un enquêteur qui, en répondant aux besoins des familles touchées par les atrocités de la CIA, finira par écrire un livre. Pour comprendre plus en profondeur la vingtaine de pages à ce sujet, évidemment je vous en parle juste après. La petite histoire de Bill Buckley. Bien évidemment, cet homme eut une importance dans l'histoire que je vais vous narrer. On affecta en 1954 le petit Bill à un nouveau département de la CIA. On remarque alors la façon dont Gottlieb lui parle, très sèchement. Le docteur, entre parenthèses Gottlieb, gardait des bocaux, des fioles et des insectes rapatriés de ses expéditions en Amérique centrale ou dans le reste du monde. Avant de donner au petit Bill sa première mission, il lui demandera de se familiariser avec le projet MK. Alors, petite précision sur le mot Ultra, qui était un héritage d'un programme de décryptage utilisé contre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, à ne pas évidemment confondre avec Enigma, qui est lui par contre un programme de cryptage allemand et non de décryptage. Fin de la parenthèse. On donna alors des documents à des fins d'évaluation que Bill doit livrer à Gottlieb tous les lundis matins à 7h30. Le paravent mobile, si vous voulez, de Bill était un faux métier d'agent immobilier. Des planques de la CIA qu'il devait visiter, qui étaient remplies de micros servant à interroger leurs informateurs. Ce que Bill découvre. Les études menant à modifier la perception de la réalité étaient alors étudiées
par Bill tout en faisant la navette avec Gottlieb. En 1954, on découvre que les expériences sont faites dans des grands centres médicaux comme celui de l'université de l'Oklahoma. Un certain Louis G. West, mais aussi plein d'autres, dans 23 campus universitaires, testaient le LSD. Grassement rémunéré par Gottlieb, évidemment. Et là, on comprend mieux comment le LSD a pu faire des ravages, et je crois même qu'il existe un film sur les malversations de la CIA et du LSD du nom de MKUltra, sorti en 2022. Alors, c'est pas je crois, c'est sûr. Regardez le film, vous verrez. Fin de la parenthèse. Les fonds provenaient de la fondation Geschicker pour la recherche médicale à hauteur de 40 000 $, qui étaient régulièrement versés. On demanda en parallèle à Bill de tester la sécurité des campus universitaires dans lesquels les malversations liées au programme MKUltra étaient préconisées, en se présentant cette fois comme journaliste freelance. Personne ne parle alors des saloperies que faisaient subir les docteurs grassement rémunérés de Gottlieb à leurs patients, ou devrais-je dire victimes. Quand l'auteur Fritz Springmeier dresse une liste des institutions américaines dans son œuvre La Formule Illuminati, je pense qu'il n'exagère rien. On retrouvera d'ailleurs, via le bâtiment 470 à Fort Detrick, une structure élaborant des armes en vue d'être utilisée plus tard par l'US Air Force en Corée. Petite parenthèse, il existe d'ailleurs encore des bases américaines là-bas, pour vous dire à quel point leur implémentation est profonde. Fin de la parenthèse. Une fraction de ces armes était de la culture de moisissures servant de puissants poisons. Dans la même idée, Gottlieb fait venir un microbiologiste d'Écosse en jouant la carte du patriotisme. Plus tard, il réussit à créer des mini-bombes biologiques, toujours liées aux armes stockées à Fort Detrick, empruntant comme porte d'accès la bouche et le nez. En rongeant l'organisme, elle transforme petit à petit, écoutez bien, le sang en une espèce de vase translucide. Je répète, une espèce de vase translucide. Ils ont même testé leur saloperie sur des Américains volontaires en leur faisant croire qu'ils cherchaient un remède contre le rhume. Mais vraiment, c'est des démons sur pattes ces gens. Ils testent, ils déciment leur propre population, les mecs. C'est des malades mentaux, quoi. Vraiment des malades mentaux, les types. Aïe aïe aïe. Bref. Et Gottlieb les nommera, tenez-vous bien, nos héros méconnus. Seigneur. Aïe 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 aïe. Je vous interromps un instant et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. Bon, reprenons nos esprits. Les adventistes sur le bio. Le microbiologiste d'Écosse, le Dr Ewen Donald Cameron, contracta la fièvre du Queensland. L'auteur nous indique que ses symptômes ressemblent alors fortement à une grippe, mais accompagnés d'hallucinations. N'étant pas meurtrière, Gottlieb décide de la tester sur les adventistes. Une religion qui repose sur l'Ancien Testament et qui pousse ses convertis à soutenir les gouvernements successifs avec des règles strictes. Autres, comme celle par exemple de pouvoir participer à des essais médicaux. Le projet de Gottlieb se nomme CD22. On amena les religieux à Fort Detrick via différentes bases. Les tests furent faits par l'administration via un tuyau relié à leur bouche. Puis on analysera plus tard leurs crachats tout en les soignant. Les petites doses administrées furent alors reproduites à plus grandes échelles quand Gottlieb rencontra à nouveau Ewen Cameron. Rappelez-vous, celui qui administrait du LSD à ses patients victimes, on va les appeler comme ça maintenant. Nous étions alors, selon les écrits de l'auteur, aux prémices des expérimentations du projet MKUltra. On attribuera d'ailleurs à Ewen Cameron, par l'entremise de Dulles, un énorme budget ainsi qu'un haut niveau de sécurité. De surcroît, on attribuera au Dr Cameron un bureau en plein New York, chose particulière pour sa façade, car le nom de la façade est tout aussi fou. Société de recherche en écologie humaine. Rien que ça, c'est ce qu'il y a de marqué dessus. Rentrons dans le gros du sujet, avec les prémices du MK. De retour d'Angleterre, Ewen Cameron, alors sous les ordres de la CIA, rencontre le docteur Sarkan, qui teste aussi sur des militaires volontaires des malversations similaires, mais avec des résultats probants.
Le projet MK prit alors une autre tournure quand, de retour à Montréal, l'État voisin aidant, qui soutenait le projet, mais aussi les conséquences de celui-ci, c'est-à-dire la CIA en fait va tout de même pas se salir les mains. Hein. Voilà, donc a déplacé ça en Amérique du Nord. Alors Cameron demanda à transformer la cave de l'Alan Memorial Institute en réplique des centres d'interrogatoire coréens que Dulles avait décrits. Car oui, hein, l'inspiration du projet MK vient en partie aussi des sévices que les Coréens ont fait subir sur les GI. Plus tard, les adventistes subirent une autre batterie de tests, intérieur-extérieur, au camp Dugway dans l'Utah, où on administra la bombe biologique aéroportée adjoint de LSD, dont on parlait tout à l'heure, hein, avec la vase translucide. Le docteur Cameron est un jeune chimiste qui s'intéresse alors en Écosse à l'étude du cerveau humain, puis plus tard à Londres aux problèmes complexes du comportement humain. En 1926, il s'envole pour l'Amérique du Nord à l'hôpital John Hopkins à Baltimore, mais il décide de partir plus tard pour Manitoba au Canada, à l'hôpital psychiatrique de Brandon, un lieu lugubre et crasseux. Il avait alors 28 ans. À Brandon, la direction lui donne carte blanche sur les pauvres patients victimes. De là, il fonde ses réformes sur le principe que pour toute maladie mentale, il faut prendre des décisions audacieuses. Pour faire simple, la fin justifie les moyens. Il explore alors le monde de la paranoïa et des fantasmes psychotiques, et l'auteur nous dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux, le Cameron. Il suivait les travaux de Frederick W. Taylor, pionnier de l'organisation scientifique du travail et grand prêtre de l'ingénierie humaine. Et là, pour le coup, hein, je voulais remercier Vérité Avenir, parce qu'on en a parlé la dernière fois, du taylorisme, que je connaissais pas en fait. Voilà, une citation. Qui avait alors publié en 1911 une grande étude qui tentait d'expliquer aux patrons comment obtenir plus de leurs ouvriers. Incroyable. C'est vraiment un sujet à creuser, je pense, hein, parce que on est, je pense, en plein dedans aujourd'hui dans notre société. Hein. Donc, bon. À creuser en tout cas. Continuons. Alors là, ce que je vais vous révéler me fait fortement penser à la caractéristique que John Gittinger, un autre timbré de la CIA, en tout cas qui travaillait pour la CIA, étudiait sur le comportement humain avec le PAS, qui s'appelle le Personality Assessment System. Et pour savoir ce que c'est, je vous encourage en fait à taper sur internet Personality Assessment System Tests for Recruiter. Et il faut savoir qu'aujourd'hui c'est utilisé par les entreprises pour vous recruter. Fin de parenthèse. Pour revenir à Cameron, on apprend qu'il quantifiait sur ses patients des diagnostics tels que, je cite, dangereux, violents, non coopératifs. Fin de citation. Et il dira alors, via une conclusion, qu'on est face, je cite, à de la science comportementale donnant une légitimité au fait de manipuler les patients victimes. Enfin, là, en fait, il parle alors de filtre à immigration, pour que ces gens ne viennent pas pourrir la société tout en étant persuadés de pouvoir régler ces problèmes, ainsi que de la société, via la psychiatrie. Il parle aussi de laxisme génique. Là, je me pose la question, je me dis, mais attendez, c'est dingue quand même. En gros, pour lui, les eugénistes ne vont pas assez vite, quoi. Voilà. Bref, continuons. La naissance de la leucotomie préfrontale, nommée aussi lobotomie ou encore psychochirurgie, fut une pratique que le docteur Cameron observa chez Egaz Moniz, qu'il créa à Lisbonne en 1935. Il était littéralement fasciné par les méthodes d'Egaz Moniz, qui parfois utilisaient un vide-pomme, je sais pas si vous vous rendez compte, pour détruire les fibres nerveuses des lobes frontaux de ses patients. Un vide-pomme, rendez-vous compte, tapez sur internet, vous allez voir ce que c'est. Le film MK Ultra montre bien ce que le livre raconte. La destruction des lobes frontaux provoquant chez le patient, et notamment dans le film, on le voit à peu près dans les 30 premières minutes du film, de la stupeur à la place de la violence. Un peu comme, vous savez, Frankenstein. Là. En somme, ce qui comptait pour le Dr Cameron, et qui posa la première pierre à l'édifice du projet MK, était que la diminution de leurs fonctions, notamment celle qui les transformait en zombies, avec, je cite, une incapacité à avoir un jugement personnel, fin de citation, était nécessaire. Et il estima qu'il n'en avait pas besoin. Le Dr Ewen Donald Cameron. Pour commencer, j'aimerais faire un parallèle entre le Dr Cameron, qui a bénéficié, alors retournant au Canada, d'une rondelle somme de 40 000 $ pour fonder son Allan Institute Memorial en droite provenance de la fondation Rockefeller. Petite parenthèse, même si on ne retrouve pas le versement exact de cette somme, il existe un rapport annuel de la fondation, consultable sur son site,
et qui permet de voir qu'il est mentionné comme étant un professeur, officiant dans une aile de l'hôpital Royal Victoria ouvert le 1er septembre 1943. Fin de parenthèse. Cela inclut peut-être l'Institut, mais il n'est pas mentionné dans le livre de compte de la Fondation Rockefeller, qui, au passage, a aussi promeut l'eugénisme ou encore construit les bureaux d'Allen Dulles à New York. Voilà, rien que ça. En mal de reconnaissance, le dingo, c'est-à-dire Cameron, voulait avoir une renommée à la Jung ou encore à la Freud. En cela, il enferma une femme maniaco-dépressive de 40 ans en lui proposant une forme de thérapie pour la guérir du rejet de sa mère. En gros, il passa en boucle les souvenirs d'enfance de la femme où sa mère, des années auparavant, voulait l'abandonner. Il passa sa voix 45 fois dans une pièce capitonnée, où la femme passera par différentes étapes allant du sanglot au tremblement, à ne plus pouvoir supporter sa propre voix, à répéter, je cite, je hais, fin de citation, puis à geindre en suppliant à genoux d'arrêter le traumatisme. Ce crasseux remarqua ce qu'on pointe du doigt aujourd'hui dans ses méthodes pour dissocier les gens, c'est-à-dire à quel point cela perce les défenses de sa patiente. Cette pauvre femme deviendra le point central des travaux d'un autre torturé de l'esprit, Sidney Gottlieb. Le chapitre termine alors sur des publications d'articles médicaux rédigés par Cameron qui prescrit l'utilisation massive de drogues qui ne sont parfois même pas testées par les vendeurs. À ça, il adjoint des batteries de tests par électrochoc capables d'alimenter, tenez-vous bien, une ampoule de 100 watts. Rien que ça. Tout cela nommé thérapie.